contre le troisième mandat. Nous ne voulons pas que le pouvoir soit confisqué tout le temps. C'est pourquoi nous sortons aujourd'hui massivement pour envoyer un message fort à la communauté nationale et internationale pour les informer que nous sommes contre le troisième mandat. Ça fait 60 ans de cela, on se bat pour cette démocratie. Et si en 2010, on a eu à obtenir cette démocratie, donc nous voulons une démocratie claire. C'est pas du tout difficile. Le problème est que tu fais 2 mandats, tu libères. On choisit la liberté, la liberté. Bonsoir. Ce soir, nous sommes en Guinée-Conakry, plus exactement sur l'autoroute Fidel Castro. Mais derrière moi, sur ce mur, vous aurez remarqué des figures emblématiques qui ont marqué de manière indélébile la gestion de leur pays. Je veux nommer Thomas Sankara, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, mais également Gandhi. Nous sommes en Guinée parce que depuis un certain moment, la Guinée connaît une crise politique très aiguë. Des membres de la société civile, des chefs coutumiers, des partis de l'opposition se sont réunis au sein d'un front national pour la défense de la Constitution. Ils accusent l'actuel président de la Guinée, M. Alpha Condé, de vouloir changer la Constitution pour briguer un 3e mandat. Alors, ce Front national pour la défense de la Constitution organise de manière permanente des manifestations. Malheureusement, ces manifestations entraînent des morts. Pour l'heure, on parle de 16 morts. Nous sommes là en Guinée pour vous en parler, pour vous montrer ces manifestations, mais recueillir aussi des interviews. Tout cela, ce sera dans votre émission, Le Grand Reportage. Cette scène de quiétude dans les rues de Conakry ne reflète pas exactement la réalité. Depuis un certain moment, la Guinée-Conakry est traversée par une crise politique majeure et a renoué avec les démons de la violence avec ses victimes. Le 23 septembre, le président Alpha Condé, levant le coin du voile publiquement sur son intention de changer la constitution, a soulevé l'ire des leaders de l'opposition, des membres de la société civile et d'autres segments de la société guinéenne. Regroupés au sein du Front national pour la défense de la Constitution, ils décident l'organisation de marches permanentes avec ou sans autorisation. Au niveau du FNDC, on a décidé d'organiser une grandiose manifestation qui dépassera l'ampleur de celle qu'on a l'habitude de faire sur l'autoroute le jeudi prochain. La première, programmée le 14 octobre, a été sévèrement réprimée avec des scènes de violence insoutenables. Si vous lancez tout le temps, si ça finit, moi je prends le nom de Guinée. Caméraman, quitte là-bas.
Allez, c'est de on s'appelle mais on a dit là oui, oui. Regardez, ils sont venus ici trouver, ils ont tiré les enfants, mais ils viennent encore ici pour nous garder, pour nous tirer à barre. Regardez ma maman, regardez ça s'il vous plaît, regardez ça, regardez ça. Ils viennent, ils trouvent, ils tirent les enfants hier, ils viennent encore y trouver, remobiliser ici pour les condoléances d'usage. Ils nous gardent ici, regardez, regardez ça. Regardez. Regardez. Voulant certainement étouffer toute velléité de contestation dans l'œuvre, 6 membres du Front National pour la défense de la Constitution furent arrêtés. Abdurrahman Sanou, coordonnateur du Front National pour la défense de la Constitution, a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. Ils étaient jugés pour avoir causé des troubles graves aux yeux de la justice guinéenne, en appelant à manifester et à paralyser l'économie le 14 octobre. Le 23 octobre, les femmes vont entrer dans le combat. Outre la répression lors des manifestations, elles réclament la libération des membres du front condamnés. Toutes de blanc vêtues, elles se sont donné rendez-vous à Hamdalaye, en banlieue de Conakry. Elles ont marché sur 5 km jusqu'à l'entrée du centre-ville. Cette fois-ci, les Guinéens, les femmes guinéennes sont décidées une fois à jamais pour que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. On n'a jamais vu un homme mettre un enfant au monde. Ce sont nous les femmes qui mettions ces enfants au monde. Même lui, ce n'est pas un enfant, un homme qui met un enfant au monde. Mais nous sommes fatigués avec ce gouvernement de moribond. On en a assez. Pourquoi vous êtes habillés en blanc? Pourquoi vous êtes habillés? Pourquoi les femmes manifestement habillées en blanc? Vous savez, quand tu prônes la paix, c'est le plan que tu portes. Nous sommes des femmes. Nous n'avons pas l'intention d'agresser quelqu'un. Et nous n'avons même pas cette force. Parce que nous savons que tu sois militaire, que tu sois gendarme, que tu sois policier ou civil, vous êtes issus de nous les femmes. Nous savons comment nous mettons nos enfants au monde. Comme eux, ils n'ont pas pitié des enfants. Nous, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est notre âme. Il faut qu'ils arrêtent d'assassiner nos enfants.
10 jours après la première manifestation qui s'était soldée par un bilan macabre de 10 morts, le FNDC refuse de lâcher du lest. Elle va tenter une démonstration de force. Le 24 octobre, une marée humaine va déferler sur l'itinéraire qui a été autorisé dans une chaude ambiance bon enfant, mais déterminée à empêcher tout changement de la Constitution. S'il vous plaît. Ce que vous venez d'entendre, c'est le cri de cœur de tous les jeunes Guinéens qui ont soif d'avoir un avenir plein d'espoir, un avenir où ils peuvent devenir quelqu'un dans leur propre pays. Mais je voudrais tout d'abord, chers amis, dire quelques mots au sujet de nos martyrs que nous n'avons pas pu honorer le lundi parce que nous avons été victimes d'une agression sauvage. Il faut rendre hommage à ces 11 jeunes gens qui sont morts en martyrs pour la cause que vous défendez. Ceux qui étaient ici, mais ceux aussi qui sont morts à Maro, à Marela. Malheureusement, en plus de 3 autres qui ont été tués froidement le lundi aussi. Je voudrais qu'on leur rende hommage et qu'on observe 1 minute de silence, s'il vous plaît. Réponse du berger à la bergère ou la guerre de la mobilisation. Une semaine après le sommet Russie-Afrique à Sochi, Alpha Condé, de retour à Conakry en provenance de la France, a eu droit à un bain de foule. Le camp présidentiel a déployé de gros moyens pour lui assurer un retour en grande pompe. Le 4 novembre, l'émotion était vive à l'hôpital sino-guinéen, où les cercueils des victimes des manifestations étaient exposés. Les membres du FNDC ont tenu à être présents pour accompagner les victimes à leur dernière demeure, mais très vite, la situation va dégénérer. Des hommes en uniforme vont réprimer avec des gaz lacrymogènes et de l'eau chaude les jeunes manifestants qui tenaient des propos hostiles.
Pour sécuriser la population ou bien pour tuer les gens, où les gens procurent les armes, on dit que les armes sont en train de circuler en Guinée. Le ministre de l'administration du territoire l'a dit haut et fort. Il n'a pas été inquiété. Qui envoie les armes en Guinée? Moi, une fois de plus, je suis très déçu. Le fondement de la Guinée, c'est la justice, c'est la solidarité, c'est le travail. Tous ces fondements-là maintenant n'existent plus. Nous avons notre justice. Aujourd'hui, les hommes qui sont capables, les hommes qui sont sages, qui n'acceptent pas de vivre maintenant de la démagogie, sont en prison. Les bandits, les criminels sont dans les bureaux. On réserve les bureaux pour ça. Les familles sont endeuillées. Les gens qui peuvent venir maintenant à la relève de leur famille, ils sont tués. Aujourd'hui, on va les inhumer. Au même moment, ils sont en train de préparer les passeports. Ils sont en train de préparer les bourses pour leurs enfants pour aller dans les autres pays, pour revenir. Je pense une fois trop, c'est trop. Nous devons prendre conscience. Ce n'est pas un problème d'un parti, ce n'est pas un problème d'une ethnie. Nous ne devons pas être neutres en cette situation. Nous devons tous prendre position pour donner sur ce gouvernement-là, pour leur dire que maintenant, stop, trop c'est trop. Il faudrait que les Guinéens encore puissent se solidariser. Les religieux là, ils peuvent dire au président de la République, Dieu a interdit de tuer les gens. Au lieu de prêcher la paix, ils n'ont qu'à dire la réalité à ce gouvernement-là. Pourquoi ils continuent à tuer les gens? Ils n'ont qu'à leur dire d'arrêter. Moi je suis fâché contre les religieux. Ils ne disent pas la vérité au président. Ils sont là dans les mosquées pour nous sensibiliser. Il n'y a pas une sensibilisation plus que ça aujourd'hui. De moraliser les gens et les dire aux gens d'arrêter. Ragaillardis par l'enthousiasme des foules, les membres du Front National pour la Défense de la Constitution remettent cela le 7 novembre. Une foule impressionnante et colorée de rouge va parcourir la dizaine de kilomètres séparant le rond-point de la tannerie de l'Esplanade du 28 septembre. Et lorsque retentit l'hymne national de la Guinée, les bras se lèvent dans un délire total, c'est l'hystérie collective.
Déterminé à faire face à toute volonté de tripatouillage de la Constitution, le Front national pour la défense de la Constitution mène le combat dans la rue. Le 14 novembre, ils appellent de nouveau les Guinéens à sortir massivement pour manifester contre toute transformation de la Constitution. Mais pour cette fois-ci, le gouvernement est aussi déterminé à fixer l'itinéraire aux manifestants. Et comme d'habitude, la marche sera réprimée dans une ambiance indescriptible. Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, dans une colère noire, crache sévérité et estime que c'est l'État qui est dans l'illégalité totale. La déclaration d'information du FNDC a été déposée vendredi. La loi leur donne 48 heures pour réagir, faute de quoi on considère que l'itinéraire, les horaires sont taxés. S'ils ont des objections
par rapport à l'itinéraire et à l'horaire, ils saisissent les responsables de la manifestation pour leur dire voilà nos objections et voilà ce qu'on propose. Ils n'ont rien fait de tout ça, ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas appelé. L'absence de non-objection valait accord sur les principes, puisque la manifestation est autorisée par la Constitution. Mais les autorités municipales peuvent changer l'itinéraire ou changer la date s'il y a des circonstances qui le justifient. Ils n'ont pas réagi mardi toute la journée. C'est mercredi après-midi qu'ils ont essayé de contacter les responsables des FNDC et à 20h, ils ont diffusé un communiqué pour dire voilà l'itinéraire. C'est contraire aux dispositions légales. Ensuite, aujourd'hui, la répression, même sauvage, de la manifestation alors qu'on était encore dans la partie supposée autorisée. On n'avait pas dépassé la limite de l'itinéraire autorisé. C'est là qu'ils ont foncé sur le cortège pour gazer le cortège et hélas tirer aussi à balles réelles sur les manifestants parce qu'il y a eu des blessés graves et malheureusement ils sont revenus sur l'axe pour encore tuer un jeune Alpha Suleiman Diallo, 16 ans, élève. Vraiment, ils ne peuvent pas ne pas venir sur l'axe tuer, quelle que soit la manifestation et l'itinéraire. Il habite à Amdallah, ses parents sont originaires de Téliré, dans Mali. Ils l'ont abattu, la balle sur la poitrine. C'est bien de cela. Et ça, c'est à Amdallah ici. Donc, nous déplorons et condamnons énergiquement cette violence exercée sur des manifestants qui étaient sur la partie autorisée de l'itinéraire. Et aussi, puisque l'itinéraire Palais du Peuple était tacitement autorisé dès lors qu'ils n'ont pas réagi dans les 48 heures pour marquer leur opposition. Bien sûr, ça a mis le FNDC dans une situation difficile de gestion de la manifestation. Mais malgré tout, vous avez vu, les gens s'étaient mobilisés massivement, il faut féliciter. Les citoyens guinéens qui se sont mobilisés pour participer à cette manifestation, parce que n'oublions pas, participer à une manifestation sous le règne d'Alpha Condé équivaut à un risque, celui de ne pas rentrer chez soi, d'être tué. Nous sommes aujourd'hui à 122 jeunes âgés de moins de 25 ans pour la plupart, qui ont été arrachés à l'affection de leur famille et qui ont été tués à bout portant lors des manifestations. Aujourd'hui encore, ils ont trouvé le moyen de venir à l'Hamdallah, en dehors de la zone de manifestation, pour tuer un enfant. Donc, on aurait pu accepter même la répression dans la partie autorisée, puisque ici il n'y avait pas de... Alhamdulillah, c'est autorisé, c'est dans le circuit qui était censé être autorisé. Mais c'est inacceptable qu'on continue de tuer un jeune de 16 ans, élève. C'est vrai, lorsque le communiqué est passé à 20h du gouverneur indiquant que l'itinéraire était donc aéroport, Kondé-Boungi, Carrefour T1, Prince, Stade, la communication était devenue difficile puisque pour le FNDC, dès lors que le gouvernement n'a pas réagi dans les délais réglementaires, c'est-à-dire qu'il acceptait. Et lorsqu'ils ont publié un communiqué à moins de 24 heures avant la marche, naturellement, les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Si bien que moi, lorsque je suis arrivé à Carrefour, j'ai trouvé beaucoup de monde qui pensaient que l'itinéraire autorisé par le gouverneur était celui-là qui était valable. Et qu'ils attendaient pour prendre là-bas le cortège qui continue avec nous. Il y avait beaucoup de monde qui m'ont suivi d'ailleurs un peu. Et après, je me suis échappé parce que je voulais respecter la consigne du FNDC. Place maintenant aux interviews des différents acteurs qui ont un regard diamétralement opposé sur cette nouvelle crise qui secoue la Guinée-Conakry. Nous sommes avec quelqu'un qui est un acteur clé aujourd'hui dans la forte mobilisation que nous avons constatée ici en Guinée-Conakry autour du Front national pour la défense de la Constitution. À la limite, on peut dire que si on voit ces milliers, voire des millions de jeunes dans la rue
en train de mener le combat, c'est grâce à un homme qui est surnommé Fonike Menga. Alors, Fonike, est-ce que votre vie est en danger? Parce que paraît-il que vous êtes activement recherché à l'heure actuelle. Et je me permets même de dire qu'on est en train d'enregistrer cette émission dans une chambre d'hôtel. D'ailleurs, vous devinez aisément que ce n'est pas facile pour avoir son entretien. Alors, dites-nous, votre vie est en danger? Oui. Ma vie est en danger depuis le moment où on a lancé le FNDC, c'est-à-dire cette date du 3 avril 2019. Depuis ce jour, ils ont arrêté presque la plupart des camarades du FNDC, membres de la coordination, depuis le 12 octobre 2019. Ils sont tous incarcérés à la maison centrale. D'abord, ils sont allés faire irruption au domicile du coordinateur national du FNDC, M. Abdraman Sano. Ils sont rentrés cagoulés. C'est là où 7 de nos camarades ont été kidnappés pour les conduire directement à la DPJ. Donc ça fait que depuis ce jour, mes recherches sont allés plusieurs fois chez moi. Ils sont allés par endroits dans certains coins où je fréquentais souvent. Mais ça fait que jusqu'ici, je peux dire alhamdoulilah, ils n'ont pas encore mis main sur moi. Et si Dieu le veut bien, et nous allons continuer le combat. Je vais continuer à assurer le commandement jusqu'à la victoire finale. Continuer le combat. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est le sens véritablement de ce combat? Vous avez vu que nous faisons en ce moment face à un groupe qui est autour de M. Alpha Condé lui-même y compris, qui sont en train de mettre tout en œuvre pour changer notre constitution afin de permettre à M. Alpha Condé de s'éterniser au pouvoir. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils sont sur ce projet. Et alors, nous aussi, à travers le FNDC, qui est aujourd'hui un état d'esprit pour le peuple de Guinée, ça fait que cet état d'esprit du FNDC s'est emparé totalement de la population guinéenne. Alors, on a décidé de barrer la route, non seulement à des sirènes révisionnistes, mais aussi à tous ceux qui sont en train de mettre tout en branle en ce moment. Je vais nommer les promoteurs d'un troisième mandat ici pour les bloquer en EHPAD, pour ne pas qu'ils viennent à leur fin. Alors, on a vu de fortes mobilisations, honnêtement, avec le Front National de Défense de la Constitution, mais est-ce qu'à la longue, j'ai comme l'impression que l'État réussit toujours à vous cantonner dans un espace. Vous n'arrivez pas en ville pour le moment. Est-ce qu'à la longue, les gens ne vont pas un peu se lasser de ces mobilisations? À ce niveau, je vous dirais que c'est la population guinéenne dans son ensemble, dans sa globalité, dans son entièreté, dans sa diversité sociale, qui est dans l'esprit du FNDC. Ça fait qu'à tous les niveaux, pas seulement à Conakry, même dans les 33 préfectures de la Guinée, les Guinéens sont unis comme un seul homme pour barrer la route à ces promoteurs de troisième mandat. Alors, ils ne pourront pas nous anéantir dans cette lancée. Ça fait que c'est vrai qu'on a 2 fois utilisé le même itinéraire, c'est-à-dire un peu sur l'autoroute, de l'autre côté sur la route des Princes, pour terminer sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Et tout au début, la première manifestation que le FNDC a lancée, c'était dans tous les quartiers de la Guinée. Que ce soit à Conakry, que ce soit à l'intérieur du pays. Ça, c'était la manifestation du lundi 14 octobre 2019 passé. Nous montrerons encore à l'opinion nationale et internationale
que le peuple de Guinée n'est pas prêt à accepter cette imposture de trop venant du pouvoir de M. Alpha Condé. Nous avons remarqué que le président Alpha Condé, à son retour de voyage, a organisé également une grande manifestation où il a été accueilli triomphalement. Une manière de vous dire que ce n'est pas seulement vous qui mobilisez ici en Guinée. Réaction? Ah, mais cette mobilisation ne signifie rien du tout par rapport à la mobilisation faite par le FNDC d'abord le 24 octobre passé et hier jeudi 7 novembre. Ça ne signifie rien du tout, à partir du moment que c'est l'argent du contribuable qu'ils ont pris pour payer les consciences, payer des gens, payer des jeunes et même aller dans l'administration, demander que ce soit aux médecins de venir accueillir le président, demander en quelque sorte toute l'administration. Ce jour même, des militaires étaient venus en civil pour accueillir en tout cas M. Alpha Condé. Tout ça pour montrer qu'ils ont fait une grande mobilisation. Mais quand Alpha Condé, l'opposant historique qu'il a été, quand il a vu la mobilisation, vu l'argent qui a été déployé, que sous les 27 milliards, il a vu que c'était rien du tout. C'est ce qu'il a fait une fois au palais du peuple. Il a refusé de tenir même le discours. Ils ont tout fait pour qu'il s'adresse quand même à ceux qui étaient venus l'accueillir, mais il n'a pas fait, il était fâché. Il paraît même qu'il a engueulé après ceux qui ont organisé cette mobilisation. Alors, on a remarqué également qu'il y a eu des morts parmi les manifestants sur pratiquement toutes les manifestations que vous avez organisées. Même pendant l'enterrement, on a eu des personnes qui ont été gazées. Comment vivez-vous cette situation? Est-ce que vous prenez des engagements pour que par la suite, on pourrait déclencher des poursuites judiciaires? Oui, dans nos revendications, tout au début, on n'avait qu'un seul point de revendication, voir M. Alpha Condé renoncer au projet de 3e mandat. Mais aujourd'hui, on a 3 points de revendication, entre autres la libération immédiate de nos camarades, et la justice pour tous ceux qui ont été sauvagement assassinés. Nous voulons que les auteurs, en tout cas, soient jugés et punis. Et 3e point, que M. Alpha Condé renonce à ce projet antidémocratique de 3e mandat. Alors, ça fait que aujourd'hui, notre démocratie, elle est malade, parce que vous pensez à savoir que ça fait même pas longtemps, quand ils avaient assassiné quelque chose de très jeune, et on avait les 11 corps ici à Conakry. Après avoir séquestré ces corps-là pendant 3 semaines, ils ont finalement décidé de rendre aux familles des victimes. C'est ainsi que nous avons décidé de partir enterrer ces 11 martyrs. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Les forces de défense et de sécurité se sont présentées encore pour s'attaquer au cortège funèbre. Ça fait aujourd'hui qu'en Guinée, tous les signaux sont en rouge. La démocratie est malade à tous les niveaux. C'est pourquoi on a lancé même un appel à l'endroit de la communauté internationale de faire une intervention en Guinée avant qu'il ne soit trop tard. Votre dernier message à l'endroit de la jeunesse guinéenne, ce serait quoi? Mon dernier message, c'est de demander toujours à cette jeunesse courageuse qui fait quelque chose de 70% de la population, de rester mobilisée, car c'est l'avenir de notre démocratie qui est en danger. Et c'est l'avenir de par ricochet, notre propre avenir qui est en jeu. Sur ce, qu'on se lève comme un seul homme, comme les pères, en tout cas, de l'indépendance guinéenne en 1958. On se lève comme eux pour dire non au tripatouillage de la Constitution, dire non à cette imposture de trop venant du pouvoir de M. Alpha Condé. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien. Ce n'était pas évident. On l'a fait dans des endroits. On a essayé plusieurs fois, mais quand même on a réussi en cachette à le faire. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci mon ami. Merci mon ami.
Voilà, c'était l'entretien qu'on avait tenu de décrocher avec Fonike à Mengae, parce que c'est un acteur clé par rapport à la mobilisation des jeunes, hein, au niveau du cadre qui a été mis en place, qui regroupe la société civile, les partis politiques, les chefs coutumiers et d'autres personnes qui s'appellent le Front National pour la défense de la Constitution, qui lutte contre le tripatouillage de la Constitution pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Merci. Nous sommes au niveau du ministère de la Jeunesse et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'être accueillis par Mokhtar Diallo, qui est membre de la mouvance présidentielle, mais aussi qui est leader d'un parti politique, le NFD. Alors, Mokhtar, aujourd'hui, on a connu beaucoup de manifestations en Guinée, 3 ou 4 manifestations. Tout d'abord, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à ces manifestations? D'abord, il y a beaucoup de manifestations au-delà de ce chiffre que vous venez d'évoquer. Je rappelle que avant 2011, c'est-à-dire pendant même le régime général Lansana Conté, il y avait beaucoup de manifestations que nous avions organisées à l'époque. Et pendant aussi le régime du président actuel, le professeur Alpha Condé, il y a aussi beaucoup de manifestations depuis 2011, depuis 2012, jusqu'à présent, l'opposition a organisé plusieurs manifestations, malheureusement qui se soldent toujours par des pertes énormes en vie humaine, des dégâts matériels importants, que nous déplorons. NFD, Nouvelle Force démocratique, a toujours déploré ces dégâts énormes, même quand nous étions dans l'opposition. À un certain moment d'ailleurs, notre parti, étant de l'opposition, avait décidé de ne plus participer aux manifestations qui n'avaient de résultat qu'endeuiller des familles, en créant des morts. Et nous avions dit à l'époque, écoutez, réfléchissons en tant que leader responsable sur des stratégies plus porteuses, plus pertinentes, qui puissent nous permettre d'atteindre nos objectifs sans endeuil des familles, sans que cela ne débouche sur des morts d'hommes, comme on l'a toujours constaté. À un certain moment, donc, comme je le disais, nous avons pris de recul par rapport à ces manifestations. Malheureusement, ça continue jusqu'à présent. Et comme vous l'avez dit, la dernière manifestation remonte juste de quelques jours, du jeudi dernier. Et nous, aujourd'hui, malheureusement, nous avons un bilan macabre très lourd que nous dénonçons, que nous déplorons. Quand nous étions dans l'opposition, on l'avait fait, et actuellement aussi, nous le faisons au sein du gouvernement. Et nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls. Je puis vous rassurer qu'au niveau du pouvoir en place, qu'au niveau du gouvernement, nous déplorons énormément ces tueries qui ne nous arrangent pas, qui n'arrangent pas le pouvoir en place, qui nous mettent très mal à l'aise. Et nous constatons, malheureusement, malgré toutes les dispositions que nous avons prises et que nous avons fait prendre au niveau du gouvernement, malgré tout, nous constatons encore des morts d'hommes, ce qui nous met très mal à l'aise. C'est pour cela que nous sommes tous, et le Premier ministre en tête d'ailleurs, nous sommes tous embarrassés et nous exigeons justement que toute la lumière soit faite pour que les coupables soient arrêtés, jugés et condamnés conformément à la loi. Et malheureusement, les forces de sécurité ne sont pas suffisamment outillées en termes techniques, en termes de normes, en termes d'équipement, pour être en mesure de faire toute la lumière sur ces tueries inacceptables. Et c'est pour cela que nous disons, d'ailleurs, nous le disons à l'interne, que les moyens soient renforcés pour permettre aux structures compétentes en la matière de faire toute la lumière sur ces tueries et que les coupables soient condamnés pour que plus jamais ça, que nous sortions de ce tourbillon
de violences que nous avons connues depuis longtemps. Malheureusement, la Guinée vient de loin et a une tradition de violence, notamment politique, de violence d'État, de violence politique, qui date avant l'indépendance de la Guinée. Au temps du premier régime, c'était la même chose. Le deuxième régime, c'était la même chose. Et nous continuons toujours à être dans ce cercle vicieux de violence. C'est pour cela qu'au niveau du gouvernement, les mesures sont en train d'être prises pour que nous sortions définitivement de cette violence qui est encore une fois inacceptable. Mais parmi ces victimes, ce qu'on a remarqué, c'est que concrètement, ceux qui organisent les manifestations accusent le pouvoir en place d'être à l'origine de ces morts. Quelle est votre réaction? Écoutez, en tous les cas, il appartient à l'État de prendre toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais allons sur des bases factuelles, des faits, pour dire que malheureusement, la violence se trouve des deux côtés. Je prends un cas où, suite à des manifestations de l'opposition qui ont occasionné des morts d'hommes, l'État avait déclenché des enquêtes qui avaient abouti à l'arrestation, au jugement, à la condamnation, pour 10 ans d'ailleurs je pense, d'un capitaine de police du nom d'Amadou Diallo. Donc ça prouve justement que une faute se trouve au niveau des forces de sécurité. C'est un fait factuel. Donc, on peut dire que les forces de l'ordre ont tué sur la base de ce fait concret. Prenons aussi, de l'autre côté, lors des manifestations, des policiers et des gendarmes qu'on tue. Et ça veut dire aussi donc que des manifestants aussi sont armés. Certains manifestants sont armés. Je prends un autre élément, toujours factuel, pour être concret. Il y avait eu une manifestation politique interne à l'UFDG, à son siège, qui avait occasionné un mort d'homme, le journaliste Koula, qui a été tué par balle. Et le jour-là, il n'y avait ni policiers ni gendarmes sur les lieux. Et donc, partant de ces éléments factuels, on peut dire que des deux côtés, il y a de la violence. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est à l'État de prendre des dispositions pour mettre fin à toute forme de violence pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Et ce que nous demandons d'ailleurs, et que nous avons toujours dit, même quand nous étions dans l'opposition, on avait indexé l'État, justement, d'être à la base de cette tuerie, parce que l'État, effectivement, doit prendre toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas de violence. Et cet élément factuel, comme je l'ai dit, démontre cette thèse. Et nous continuons à demander à l'interne, bien sûr, nous sommes maintenant du gouvernement, nous sommes de la mouvance présidentielle, à l'interne, nous disons aussi toujours que l'État a la responsabilité de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens et doit prendre toutes les mesures pour arrêter toute forme de violence, de quelque source, de quelque provenance que ce soit. Et il y a donc des enquêtes sur la base de la condamnation du capitaine Amadou Diallo. Des enquêtes sont faites, sont menées, mais qui sont insuffisantes. D'où justement notre appel pour que les services compétents soient renforcés pour pouvoir mener des enquêtes pour voir les responsables, les coupables et les condamner, mais faire en sorte aussi de prévenir dorénavant cette violence inacceptable. Alors, par rapport aux accusations du Front National de Défense de la Constitution, ils disent qu'en réalité, on veut changer la Constitution pour permettre au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Quel est votre avis par rapport à cette question? Je vous vois déjà rigoler.
Écoutez, ils sont dans un procès d'intention. Le président Alpha Condé n'a jamais dit qu'il est intéressé à un troisième mandat. En tout cas, jusqu'à présent. Donc, et nous ne voulons pas aller sur la base des allégations, des suspicions, des préjugés. Nous sommes réalistes, nous sommes concrets. Le débat qui est posé aujourd'hui, et c'est le seul débat qui est posé, c'est la question d'une nouvelle constitution. Et il y a deux camps. Il y en a qui ne veulent pas d'une nouvelle constitution, c'est leur droit, c'est le FNDC. Il y a d'autres aussi qui veulent une nouvelle constitution, c'est notre position à nous, c'est notre droit aussi. Mais face à cette divergence majeure sur une question aussi importante que la constitution, qu'est-ce qu'on fait? En la matière, la voie la plus démocratique, c'est de consulter le peuple souverain de Guinée. Et l'article 2 de la constitution guinéenne attribue la souveraineté au peuple de Guinée, qui a donc le pouvoir de changer, de modifier, de remplacer sa constitution. Il a ce droit imprescriptible lié à la souveraineté. Il n'y a aucune loi qui interdit le recours à un référendum pour changer une constitution. Et c'est de bonne pratique, même qu'un peuple change sa constitution, comme d'ailleurs le disait Jean-Jacques Rousseau. Il a dit que le peuple est maître de changer ses lois, même les meilleures. Et je fais aussi recours à l'article 28 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je cite, « Le peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, de changer sa constitution. Une génération future, aucune génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. » Pourquoi vouloir changer une constitution? Écoutez, il y a suffisamment de raisons de changer cette constitution qui souffre d'une contestation extraordinaire. Ce n'est pas normal qu'une constitution, la loi suprême d'un pays, souffre d'une telle constitution liée à son illégitimité. Cette constitution que nous avons, bien sûr, qui a eu le mérite de nous faire passer cette étape, doit maintenant être changée parce qu'elle a des problèmes et dans son fond et dans sa forme, et le contenu et le contenant. La Constitution, je rappelle, en matière de Constitution, la forme de son élaboration et de son adoption est aussi importante que son contenu. Cette Constitution que nous avons souffre d'illégitimité totale. Elle a eu le mérite extraordinaire d'écarter le peuple dans tout le processus de son élaboration et de son adoption. Ce n'est pas normal. La Constitution que nous avons a été élaborée par un groupe coopté, donc qui n'a pas de légitimité, qui n'a pas été élu, qui l'a élaborée dans la précipitation, sans en avoir le mandat. En 2010. Oui, en 2010. Mais ça a permis l'élection d'Alpha Condé. J'en viens. Donc sans en avoir le mandat. Elle a été promulguée par quelqu'un aussi qui n'a pas le mandat du peuple, qui n'a pas la légitimité de le faire, étant un putschiste, le général Sékou Konaté. Et bien sûr, comme je l'ai dit, elle nous a permis de franchir une étape. Mais c'est bon maintenant. Maintenant, il relève de la responsabilité du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, selon l'article 45 de la Constitution, est le garant du bon fonctionnement des institutions, de doter à la Guinée d'une nouvelle Constitution qui ne souffre pas de légitimité et dont le contenu favorisera une meilleure organisation de l'État et un bon fonctionnement du pays. Et la Constitution guinéenne, celle du 7 mai 2010, en cours actuellement, a tellement de problèmes qui justifient son changement. Je prends un seul cas. Comment pouvez-vous imaginer une constitution qui contient dans son préambule une imposture, un mensonge flagrant? C'est quoi exactement? Je cite, libre de déterminer ses institutions, le peuple de Guinée adopte la présente constitution. Fin de citation. Or, le peuple de Guinée n'a jamais adopté la constitution. C'est un gros mensonge, ça seulement décrédibilise la constitution guinéenne qui pourtant
doit bénéficier de toute la force requise, parce que c'est la loi suprême. C'est pour toutes ces raisons pertinentes, liées au contenant et au contenu de la Constitution, que le RPG Arc-en-Ciel et les partis de la mouvance, dont le nôtre NFD, Nouvelle Force Démocratique, soutiennent, et beaucoup d'autres acteurs de la société civile et de personnes ressources, de grands citoyens, notamment ceux qui ont plus de légitimité de parler de constitution en Guinée. Le professeur Djibril Moutouba, Dr Elia Diaby et bien d'autres grands constitutionnalistes. Tous soutiennent la pertinence juridique, la pertinence politique, la nécessité même du meilleur fonctionnement de notre État, qu'il y ait une nouvelle constitution. Et donc, mais la suspicion, c'est pourquoi maintenant? C'est pour cela, mon cher Papalé, c'est pour cela que je confirme encore une fois que le problème est plus politique que juridique. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, tout le problème est lié au fait que les acteurs politiques majeurs actuellement, qui sont de l'opposition, se disent qu'avec une nouvelle constitution, le président Alpha Condé pourrait se représenter. Et comme ils savent que ce dernier va les laminer, va les battre à plate couture dans des élections, et donc ils se disent que s'ils perdaient encore en 2020, cela compromettrait définitivement le carré politique. C'est pour ces raisons qu'ils sont en train de faire du bruit, qui sont en train de se mobiliser, d'intoxiquer l'opinion pour parler de troisième mandat. Ce n'est pas actuellement le cas. Et parlant, et pour confirmer ce que je dis là, pour montrer que ce débat en réalité n'a qu'un intérêt politique, pour défendre des positions partisanes, je prends le cas de M. Seldalen Diallo, chef de file de l'opposition et chef de file du FNDC. Mais il était l'un des principaux artisans du changement de la Constitution de 90 en 2001. Et regardez, je fais juste un petit exercice de comparaison. Cette Constitution qui a été changée en 2001, pourtant a été adoptée par le peuple de Guinée et donc était légitime et contenait des dispositions dans tous les domaines, notamment en termes de limitation des mandats, en fixant même des limites d'âge pour être candidat. Et donc, en ce moment, comme ça les arrangeait, M. Seldalen Diallo était le parrain de la campagne au Fouta et au niveau national d'ailleurs, pour qu'on change illégalement. J'insiste, illégalement, parce que le changement n'avait pas obéi à la procédure légale. Donc, ils avaient changé illégalement une constitution légitime et pour instaurer, s'il vous plaît, le pouvoir à vie, le coudéisme, en faisant sauter les verrous qui limitaient les mandats. Et ce n'est pas le cas actuellement. Nous parlons de changer une constitution illégitime, élaborée dans la précipitation par des gens qui n'ont aucune légitimité. On soupçonne d'un coup fourré. Et si c'était le cas, pour permettre à Alpha de briguer un troisième mandat, un coup fourré? Écoutez, on n'est pas encore à ce stade. Et nous ne voulons pas faire de la politique fiction. Nous parlons de la réalité. Aujourd'hui, le sujet est le seul, c'est le changement de la Constitution. Et il n'y a aucun obstacle juridique. Et je défie quiconque de me prouver le contraire. Il n'y a aucun obstacle juridique à changer cette Constitution. Et dès lors que c'est juridiquement possible, c'est politiquement correct, on se base sur les lois de la République
pour permettre à la Guinée d'avoir une meilleure constitution qui ne souffre pas d'illégitimité, qui ne sera pas contestée dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Donc nous militons fortement à l'idée d'une nouvelle constitution, mais dans la paix, dans la quiétude, dans un géopolitique civilisé. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible, vu la situation qui prévaut à l'heure actuelle entre vous et l'autre camp? Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'il y ait des plages de discussion? Nous faisons appel au bon sens des gens du FNDC de comprendre que le dialogue est la meilleure voie de dissiper des contradictions, de résoudre les problèmes dans un pays normal. Et d'ailleurs, ils étaient les premiers à appeler au dialogue pour aller à des compromis politiques pour défendre les intérêts partisans. Et maintenant que c'est sur le sujet important, très important, lié à la Constitution, ils refusent tout dialogue. On ne peut pas comprendre cela. Et ils font tout pour qu'il y ait une situation d'instabilité, malheureusement, qui occasionne toujours des morts. Et malheureusement, c'est leur tactique. Ils sont en train de faire de la surenchère émotionnelle en comptant des morts. 10 morts, 20 morts, 50 morts, 100 morts, 100. Qui a intérêt à ce qu'il y ait des morts? C'est pour cela aujourd'hui il y a une problématique sérieuse liée à faire toute la lumière sur ces cas de mort. Et ce n'est pas normal qu'on soit dans cette violence. On doit respecter l'être humain qui est sacré. On doit préserver les vies de nos concitoyens, de nos compatriotes. Personne ne doit mettre en danger un Guinéen pour des intérêts personnels, quelquefois égoïstes. C'est ça la réalité. Quel serait votre dernier message qui serait adressé à l'endroit de tous les Guinéens? Écoutez, c'est d'appeler au calme, à la raison. C'est normal qu'il y ait des divergences politiques. C'est même nécessaire pour la vitalité de la démocratie. Et c'est pour cela que nous ne condamnons pas le FNDC de s'opposer à l'idée d'une nouvelle constitution, mais dans le cadre des normes de la loi de la République, pour épargner les Guinéens de tout danger. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un dialogue, c'est qu'il y ait un débat, c'est que la loi soit respectée, c'est que tout cela soit fait dans le cadre de la paix, de la fraternité, du fair play politique, justement, et que la force reste à la loi. Et dans le cadre présent, encore une fois, permettons au peuple souverain de Guinée d'exercer pleinement ses prérogatives, justement, de se prononcer sur une question aussi importante. Comme on le dit, la démocratie, en termes simples, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc consultons ce peuple pour trancher entre le FNDC et la CODONOC. La CODONOC dont nous sommes membres, la CODONOC, c'est la coalition démocratique pour une nouvelle constitution. Et donc, nous souhaitons que le président de la République fasse recours à la loi pour inviter le peuple à travers un référendum qu'il se prononce sur une question aussi importante que la Constitution. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de nous avoir accueillis aujourd'hui et de s'être prononcé sur la situation politique qui prévaut à l'heure actuelle en Guinée. Nous sommes en Guinée avec le président Cellou Dalein Diallo, qui est le président de l'Union des forces démocratiques de la Guinée. Vous connaissez la situation qui prévaut actuellement en Guinée.
Il y a un Front national de défense de la Constitution qui est sur place, qui regroupe des membres de la société civile, mais également les partis de l'opposition contre tout tripatouillage de la Constitution, parce qu'on suspecte le président Alpha Condé de vouloir changer la Constitution afin de briguer un 3e mandat. Car la Constitution stipule qu'un président ne peut faire que 2 mandats. Alors nous sommes là pour discuter avec lui. Monsieur le Président, pourquoi aujourd'hui vous pensez nécessairement qu'en changeant la Constitution, l'objectif de Alpha Condé, c'est de chercher un 3e mandat? D'abord, il y a eu beaucoup de signaux très forts qui montrent sa volonté de changer de Constitution, l'effet de s'octroyer un 3e mandat. Pourquoi? L'actuelle Constitution, comme vous le savez, stipule, vous l'avez rappelé, que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutifs ou non. La forme républicaine de l'État, le nombre et la durée des mandats du président de la République, la pluralité politique et syndicale ne peuvent faire l'objet de révision. Alors, toute initiative visant à modifier ces dispositions serait anticonstitutionnelle. Alors, la parade que M. Alpha Condé et ses conseillers ont trouvée, c'est de dire, bon, mais on change de constitution. En ce moment, les compteurs sont à 0. Vous pourriez vous présenter et faire encore, s'il y a lieu, 2 mandats, même si on maintient la limitation des mandats. Mais il se trouve que cette constitution en vigueur n'a pas prévu d'être abrogée dans un contexte de continuité du fonctionnement des institutions. Donc, c'est illégal de changer de constitution lorsque lui qui est élu sur cette base est là, toutes les autres institutions de la République sont sur place, on ne peut pas changer la constitution. Elle peut être amendée dans toutes ses dispositions, sauf celles que je viens de rappeler, qu'on appelle les dispositions intangibles. Alors, quels sont les signes? Depuis plus d'1 an, il y a des campagnes pour justifier le changement de constitution. Essayez de justifier. Alors, au départ, on a parlé directement d'un 3e mandat. Il faut que M. Alpha Condé finisse ses chantiers. Il a commencé beaucoup de chantiers. Il faut qu'il les termine. Il y en a qui disaient, mais le président Sékou Touré a eu une présidence à vie. M. Lansana Conté une présidence à vie. Mais pourquoi pas lui? Des hauts fonctionnaires, y compris le directeur général des services de police d'alors, qui a fait un meeting à Zérékouré pour dire pourquoi pas une présidence à vie pour M. Alpha Condé, qui rend tellement de services à la nation. Alors, et tout récemment, le président a instruit son ministre des Affaires étrangères d'instruire tous les ambassadeurs de défendre auprès des institutions et des gouvernements auxquels ils sont accrédités et la nécessité pour la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Mais lorsque vous leur posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils veulent changer dans cette nouvelle constitution, alors le président Alpha Condé dit non, c'est pour tenir compte de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, pour renforcer les questions du genre, pour renforcer l'implication de la diaspora dans la vie politique et économique. Mais c'est simple, ça peut se faire par des amendements. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse en réalité. Ce qui l'intéresse, c'est pouvoir s'octroyer une présidence à vie. Et cela n'est possible que si les compteurs sont ramenés à 0, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors bien entendu, très tôt, les Guinéens se sont rendus compte que cette parade-là qu'ils ont trouvée ne peut pas marcher, qu'elle est déjà anticonstitutionnelle. Et nous avons formé le Front national pour la défense de la Constitution en vigueur, qui, comme je l'ai dit, peut être amendée, mais elle ne peut pas être changée. Alors, ce front regroupe la Guinée dans toute sa diversité, les organisations syndicales, les organisations de la société civile, les avocats, les intellectuels, les artistes, la quasi-totalité des partis politiques sont au sein de ce FNDC. Et on a décidé de s'opposer. Il n'y a qu'un seul recours en Guinée. Lorsque M. Khalifa Sall, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, a exprimé ses réserves, sinon son opposition au tripatouillage de la Constitution, mais Alpha Condé l'a fait virer automatiquement pour le faire remplacer par un autre. Donc il n'y a pas de recours juridique, judiciaire, il n'y a que la rue. Donc on a décidé, effectivement, d'organiser des manifestations pour marquer notre opposition à cette violation de notre Constitution et à l'effet d'octroyer à M. Alpha Condé une présidence à vie.
Alors, nous avons constaté que vos manifestations-là connaissent également beaucoup de difficultés parce qu'il y a des personnes qui ont été tuées lors de la première marche et que vous avez décidé de continuer toujours la démarche. Au total, il y a eu combien de morts depuis que vous avez commencé vos manifestations? Il y a 16 morts. 16 morts, dont une douzaine à Conakry, 2 à Mamou, non 13 à Conakry, 2 à Mamou et 1 à Farana, qui ont été tués à bout portant par les forces de défense et de sécurité du pays. Eux qui sont formés, équipés, habillés pour assurer la sécurité des citoyens, c'est eux qui tuent à bout portant leurs compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que M. Alpha Condé leur accorde une impunité totale. Je rappelle que depuis que Alpha Condé est là, on a tué lors des manifestations politiques 120 citoyens qui n'ont pas eu droit à la moindre enquête, à la moindre compassion du gouvernement, à la moindre justice. Parce que M. Alpha Condé, qui a obtenu son pouvoir par la fraude, le conserve par la force. Et il ne veut pas se mettre à dos les policiers, les gendarmes et les militaires. Donc, il ne peut pas ouvrir une enquête pour identifier un auteur de crime. Et le premier conflit qu'Alpha Condé a eu avec Maître Sako, l'ancien ministre de la Justice, qui est venu ici avec une bonne volonté de contribuer à l'instauration de l'état de droit, c'est lorsque celui-ci a mis en place une commission pour mener des enquêtes, pour identifier les auteurs de crimes commis lors des manifestations de l'opposition politique. Immédiatement, M. Alpha Condé a demandé de disloquer ces commissions-là, qu'il n'y aurait pas d'enquête. Aujourd'hui, on a aussi remarqué quelque part, quand on entend l'autre camp parler, que pendant vos manifestations, vous armez des personnes et on a même tué un gendarme. Écoutez, vous savez, M. Alpha Condé ne peut pas justifier le fait qu'il y ait eu déjà 120 morts, qu'il n'ait jamais voulu qu'il y ait une enquête pour identifier les auteurs. Alors, qu'est-ce qu'il essaye? Quelle parade il essaie de trouver? De dire, bon, il l'a fait d'ailleurs récemment à Koba, à l'heure des meetings. De toute façon, c'est eux qui tuent, qui s'entretuent. Donc, ça ne l'intéresse pas. Bon, donc, garantissant une impunité totale à ces agents des forces de défense et de sécurité, bien entendu, ils seront coupables vis-à-vis de notre pays, parce qu'il a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Alors, ce qui s'est passé il y a 3 jours, Papa Ali, nous étions dans un cortège funèbre. Les Guinéens s'étaient mobilisés pour aller enterrer dignement les 11 citoyens, 11 personnes qui avaient été tuées à bout portant quelques jours avant par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont pulvérisé le cortège de gaz lacrymogène et ont tiré sur le cortège, tuant 3 personnes, blessant par balle une vingtaine. Et ces 3 personnes ne sont pas encore enterrées. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 16 personnes tuées dans le cadre de la lutte contre le 3e mandat. Mais les actes inhumains posés lors de l'enterrement des 11, c'est-à-dire jeter des bombes lacrymogènes dans la mosquée, dans le cimetière, arroser le cortège funèbre de gaz lacrymogène, ce n'est pas africain. C'est pas africain. L'Africain respecte le mort. Il le traite avec dignité. C'est d'ailleurs un facteur de réconciliation. Lorsque quelqu'un a perdu un proche, même les adversaires, même les ennemis viennent saluer, compatir à la douleur. Mais ici, Alpha Condé a instruit ses forces de défense de pulvériser de gaz lacrymogène le cortège funèbre et de jeter les bombes lacrymogènes même dans le cimetière. Parce que pour lui, ses opposants ne sont pas des citoyens. Alors, en retour également, on a parlé d'arrestations de nationalités étrangères qui sont là et qu'en réalité, qu'ils étaient là pour mener des actions subversives et que vous êtes à l'origine de tout cela. Vous savez, dans sa vie politique, Alpha a passé tout le temps à organiser des rébellions, des tentatives d'assassinat, des coups d'État. Il pense que l'opposition actuelle ne fait que ça. Nous avons dit haut et fort que nous sommes des républicains. Nous utilisons les moyens légaux pour le combattre. Mais il a toujours envie d'organiser des complots, des rébellions. Il soupçonne certains pays voisins d'être complices ou de fournir de rebelles, ou tout comme il avait fait pendant qu'il était dans l'opposition. Non, tout ça, c'est pour trouver le moyen
de disqualifier ses adversaires, d'abord politiquement et parfois judiciairement, parce qu'ils cherchent toujours la petite bête à ceux qu'ils considèrent comme ses principaux adversaires. Mais ça ne passe pas, Les Guinéens savent de quoi il s'agit. Président Cellou Dalein Diallo, j'ai envie de vous poser cette question. Quelles sont réellement vos relations avec Alpha Condé? Paraît-il que ce n'est plus même de l'adversité, mais de la haine entre vous deux. Oui, peut-être il y a un certain nombre de personnes auxquelles il voue une haine à peine voilée, ce qu'ils appellent les anciens premiers ministres ou les bandits. Moi-même, Sidia Touré, Lansana Kouyaté, qui avons été des premiers ministres de Lansana Conté, ils estiment qu'on est des bandits. Il l'a dit publiquement. Qui est bandit, qui s'est emparé du pouvoir par la fraude, qui se maintient au pouvoir par la force, en violation flagrante des dispositions de la Constitution et des lois de la République, qui a commis de parjure en violant la Constitution, en refusant de mettre en place la haute cour de justice, garantissant ainsi l'impunité à lui-même et à tous ses ministres, parce que les ministres, le président de la République, jouissent ici du privilège de juridiction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être entendus que par la haute cour de justice. Qu'est-ce qu'Alpha a fait pour les protéger? C'est de refuser systématiquement que la haute cour de justice prévue par la Constitution ne soit mise en place. Et on n'accepte jamais qu'une commission parlementaire aille fouiner dans les affaires du gouvernement, parce qu'ils sont majorité à l'Assemblée. Depuis qu'il est là, jamais une commission parlementaire n'a pu être constituée à l'Assemblée. Et pourtant, l'opposition a toujours proposé et malheureusement, il a toujours refusé. Donc, aujourd'hui, il nous voue une haine particulière, moi en particulier aussi. Il estime qu'il ne laissera jamais le pays à ses bandits, c'est-à-dire nous. Mais nous, les trois, en 2010, la seule élection transparente qu'il y a eu ici, on réunissait 65% des suffrages exprimés valablement. Donc comment il peut dire que le peuple ne veut pas de nous? Est-ce que c'est à lui de juger? Au lieu d'aller à des élections libres et transparentes et de voir quel est le choix du peuple, il affirme, et voilà, ça c'est des bandits, je ne laisserai jamais le pays à eux. C'est ce qu'il dit très fréquemment. Alors que vraiment, il fallait que s'il laisse le peuple choisir, vous avez vu la manifestation d'hier. Nous avons appelé, le FNDC a appelé à cette manifestation. Les gens ont répondu. Il sait bien pertinemment que s'il y a une élection transparente, il aura certes plus que des 18%. Lui, il joue avec le temps. Il dit de plus en plus, vous allez organiser des manifestations, mais le peuple guinéen ne va plus vous répondre avec le temps. Il joue un peu au dilatoire. Est-ce que vos mobilisations continuent d'avoir encore du monde? Mais tous les jours, nous faisons mieux que la précédente manifestation. La manifestation du 24 était considérée comme sans précédent à Conakry. Mais celle d'hier, tout le monde est d'accord qu'il n'y a jamais eu une manifestation aussi grandiose à la capitale. Et je suis sûr que la prochaine, le jeudi prochain, il y aura encore plus de monde. Parce que les Guinéens n'en veulent plus. D'abord, ils ont leurs propres problèmes quotidiens. Ils n'arrivent pas à manger, à se vêtir, à se soigner. Il y a une misère totale. Alors que les richesses publiques sont confisquées par un clan autour d'Alpha Condé, qui s'enrichissent éhontément, lorsque la population, à la base, souffre énormément. Combien de ménages n'arrivent pas à assurer aujourd'hui 2 repas par jour? La corruption, la course effrénée à l'enrichissement personnel autour du clan du président de la République. La population voit ça. Elle est révoltée. Ces manifestations, c'est aussi bien contre le 3e mandat que contre la mauvaise gouvernance qui leur est infligée par M. Alpha Condé et son clan. Mais il est en train également de décapiter le front, parce qu'il y a beaucoup de membres qui sont arrêtés. Aujourd'hui, vous exigez leur libération. Oui, bien entendu, parce que les responsables, la coordination du FNDC a été arrêtée avant les manifestations, simplement pour avoir signé en même temps que nous l'appel à la manifestation. Et ils sont aujourd'hui, ils croupissent dans les prisons. Alors que les promoteurs du 3e mandat, vous les avez vus, même lorsque le président rentrait de Moscou, ils ont fait soi-disant une grandiose manifestation. Mais ce n'était pas une grandiose manifestation, puisque toute l'administration était fermée. Les fonctionnaires sommaient d'être dans la rue pour accueillir le président de la République. Les agents des établissements publics et parapublics. Tout le monde était obligé d'être dans la rue.
Même on a vidé les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, tous étaient sommés d'aller grossir les rangs de ceux qui devaient accueillir Alpha pour montrer que les Guinéens sont pour le 3e mandat. Mais après, ils sont sortis des milliards. Plus de 2 millions de dollars ont été sortis pour distribuer à des jeunes dans les quartiers et pour que ceux-ci viennent grossir les rangs. Ils voulaient démontrer qu'il y a plus de partisans du 3e mandat que d'adversaires de ce projet. Mais la manifestation d'ailleurs ne peut en rien être comparée à cet accueil qui a été financé à coups de milliards, de dizaines de milliards de francs guinéens, et avec l'obligation pour tous les fonctionnaires et les agents publics, et des agents des établissements publics et parapublics d'être là. Président, souvent vous critiquez un peu la gestion économique du président Alpha Condé, mais on a remarqué, lui, il se targue d'avoir mis Guinée sur les rails de l'émergence. Écoutez, en ce qui concerne le bilan d'Alpha Condé, je pense que vous êtes à Conakry, vous voyez l'état de la ville. Vous voyez des amas d'ordures sur la route qui obstruent la circulation. Aujourd'hui, le réseau routier qu'il a hérité de Lansana Conté est complètement dégradé. Si vous faites Yomou, Zérékoré aujourd'hui, vous essayez de faire Conakry-Kindia ou Kindia-Kankan, mais les gens, les habitants, les ressortissants de Kankan, de Sigiri et de Koursa prennent l'avion ici pour aller à Bamako et de Bamako, ils viennent à Kankan, à Koursa ou à Sigiri. Sur le plan de la démocratie, il a dévoyé complètement la démocratie. Il n'y a pas d'élection transparente. Il n'a jamais organisé à bonne date des élections. Il a favorisé la violation récurrente des droits humains dans ce pays. Je vous ai parlé de 120 morts citoyens tués comme ça à bout portant qui n'ont jamais eu droit à la justice. La corruption, l'enrichissement illicite dans l'impunité totale. Tout est affaire du clan. Au niveau de la politique minière, certes, le marché mondial avait besoin de la bauxite de Guinée. Elle a été donnée dans des conditions très opaques, avec beaucoup de corruption. Aujourd'hui, nous exportons certes 60 millions de tonnes. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend du marché parce qu'il y a une demande nouvelle, forte de la Chine, qui a été favorisée par la décision de l'Indonésie de mettre un terme aux exportations de la bauxite brute. Mais la Guinée aurait pu négocier des accords plus avantageux pour la Guinée en transformant notre bauxite sur place. Parce que nous avons d'abord l'expérience, la première usine d'alumine en Afrique a été construite en Guinée par Péchiné. Et cette usine employait 3200 personnes, 1200 emplois directs et 2000 emplois indirects. Aujourd'hui, les 60 millions de tonnes, ça aurait fait combien d'emplois? Cette usine ne transformait que 2 millions de tonnes de bauxite. Aujourd'hui, on exporte 60 millions de tonnes. Et vous voyez, aujourd'hui, la Guinée est le premier pays demandeur d'asile en France, les Guinéens. Combien de jeunes Guinéens meurent dans la Méditerranée et dans le désert? En Afrique, au sud du Sahara, nous sommes le premier pays émetteur d'immigrants en Europe. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de perspective. Et on ne peut pas dire qu'il y a le taux de croissance qui, à un moment donné, est monté, tiré par l'exportation de bauxite, mais la pauvreté a continué à s'aggraver. Donc son bilan ne peut pas être considéré comme positif. Et surtout, là où ça fait mal, il a malmené l'unité nationale. Il a tribalisé systématiquement le débat, stigmatisé des communautés pour les exclure systématiquement. Alors là, des questions se posent. Alors là, vous parlez de clivage ethnique. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle véritablement fondamental au plan politique? Oui, mais c'est le fait d'Alpha. Les communautés guinéennes s'acceptent. Depuis combien d'années on vit ici ensemble? Depuis toujours. Ils vivent ensemble, ils s'acceptent. Les Guinéens refusent de le suivre. Il y a des extrémistes qui le suivent dans ça, dans la stigmatisation et l'exclusion des autres. Mais les Guinéens refusent, mais c'est parce qu'ils résistent à Alpha. Alpha, lui, s'est divisé pour régner, divisé sur la base ethnique. Et c'est ça qu'il a toujours fait en stigmatisant et en excluant complètement certaines communautés. Et cela, naturellement, c'est dangereux. Il faut que demain, les Guinéens soient rassemblés, et c'est ça l'objectif de l'UFDG, rassemblés, réconciliés autour des valeurs essentielles pour qu'on affronte ensemble les défis du développement dans un contexte de tolérance, de fraternité et d'unité nationale. L'avenir du front, c'est quoi exactement? Vous allez continuer le combat?
Oui, le front d'abord, nous allons continuer le combat contre le troisième mandat. C'est autour de ce troisième mandat qu'on est unis. Mais rien n'empêche demain, puisque c'est un début de réconciliation des Guinéens. Parce que là, comme je vous ai dit, il y a toutes les sensibilités politiques, il y a toutes les organisations de la société civile, il y a les imams, il y a les Kuntigui, tout le monde est là au niveau du FNDC. Et plus tard, on verra s'il y a une opportunité d'aller ensemble, parce que la Guinée a besoin de réconciliation, la Guinée a besoin d'unité et de rassemblement. Est-ce que le FNDC, en tout cas le cadre qu'il a créé, peut aider à ce qu'il y ait ce rassemblement, ce retour à la cohésion, à l'unité nationale et à la fraternité? Parce qu'on n'a pas besoin de créer des contradictions. Il y a trop de défis importants. C'est comment nourrir les Guinéens, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent jouir d'un enseignement, d'une éducation, d'une bonne éducation, d'un enseignement de qualité, et qu'ils puissent disposer d'infrastructures modernes, infrastructures de transport, infrastructures énergétiques et tout. Alors, c'est ça les vrais défis. Et pour que nous puissions aller très vite sur ce chantier du développement, il faut que les Guinéens soient unis, que la démocratie soit instaurée, qu'elle soit apaisée et que l'état de droit soit là. Et vous n'êtes pas inquiet du mutisme un peu des organismes internationaux par rapport à la situation de la Guinée? Si, je pense que la CEDEAO, l'Union africaine en premier lieu, devrait faire un peu mieux pour essayer d'intervenir ici, d'abord contre la violation récurrente des droits humains. On ne peut pas continuer à assassiner les citoyens comme ça et accorder l'impunité totale aux assassins sans qu'il n'y ait jamais de justice. Et la CEDEAO, l'Union africaine devrait être les premiers à intervenir pour essayer de trouver des solutions aux problèmes posés, mais elle n'est pas très audible. Ces deux organisations, sous-régionales et continentales, ne sont pas très audibles. Ici en Guinée, certes, elles ont publié des déclarations à la suite des violences du 14, 15 et 16 octobre, mais on n'a pas vu de délégation, on n'a pas vu de déclaration ferme condamnant les velléités de tripatouiller la Constitution, par exemple. Au niveau des Américains, ils ont fait une déclaration ferme et claire s'opposant systématiquement au troisième mandat. Au niveau des Français, ils disent avoir mené des démarches discrètes par la voie diplomatique, mais il n'y a pas eu de déclaration publique. Votre dernier mot serait quoi, Monsieur le Président? C'est inviter les Guinéens à continuer la lutte, les Guinéens de la diaspora, les Guinéens de l'intérieur. Il s'agit de l'avenir de notre pays, il s'agit de la démocratie et des efforts que nous devons faire tous pour que l'unité nationale soit consolidée, que la démocratie, une démocratie apaisée soit instaurée, que l'état de droit soit instauré, que les droits humains soient protégés. Et cela, face à cette dictature, il va falloir encore, hélas, se mobiliser et lutter, et souvent dans la rue et sur les places publiques par les manifestations, puisque celles-ci sont autorisées par notre Constitution en son article 10. Merci beaucoup, M. Cellou Dalein Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG et que vous nous avez reçu ici chez vous en Guinée pour qu'on parle un peu de la situation qui est très tendue, des manifestations récurrentes du Front National de la Défense de la Constitution et qu'on soupçonne le président Alpha Condé de vouloir changer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Merci beaucoup, M. Cellou Dalein Diallo, et à très bientôt. Voilà, nous sommes à la fin de notre reportage avec une Guinée-Conakry qui renoue avec les démons de la violence. La Guinée-Conakry se trouve présentement à la croisée des chemins. Espérons tout simplement que l'esprit de responsabilité va prévaloir des deux camps pour l'intérêt supérieur de la Guinée. C'était Pape Alé Niang depuis Guinée-Conakry pour votre chaîne de télévision. Merci et à très bientôt.